Donc on commence cette deuxième session de la matinée d'aujourd'hui avec l'intervention de Patricia Roger-Pillot et de DCNRS qui va nous parler du corpus des Corans provenant de la collection d'Aslan de Chervy. Merci. Bon, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je remercie François Desroches et Hassan Chadi de m'y avoir invité pour vous parler des travaux effectués dans le cadre de mon axe de recherche qui pourrait en quelque sorte s'intituler « Une archéométrie du manuscrit ». En effet, il s'agit d'étudier par l'analyse visuelle et physico-chimique des exemplaires de manuscrits comportant des décors colorés et d'en connaître un peu plus sur les usages d'une époque lointaine, en lien avec l'histoire culturelle d'une ère géographique. Les manuscrits concernés aujourd'hui sont des Corans d'époque abbasside conservés à la Bibliothèque nationale. Je vais y revenir. Cela fait suite à des recherches précédentes réalisées sur des exemplaires de Corans provenant d'une sphère maghrébine et caractérisés par leur style d'écriture, dont les analyses avaient révélé un emploi quasi systématique du rouge de kermès-cochenille, donc un matériau particulier, et des matériaux simples non associés ou mélangés. Et l'étude portait sur des manuscrits qui couvraient une large période de 10e, 19e siècle. Cela fait suite également à des recherches réalisées sur des exemplaires coraniques conservés au musée de Rakkada à Kérouan, de période plus ciblée 9e, 11e siècle. Cette fois-ci, nous choisissons dans la méthode de travail d'analyser des ensembles ou des corpus, et c'est un peu un préalable. Cela nous permet de comprendre, pour ce qui concerne les matériaux de la couleur et de l'écrit, les grandes lignes directrices. Alors, les analyses visuelles permettent de mieux voir la surface des choses. Les autres moyens employés relèvent de la recherche fondamentale et des avancées technologiques. La physique permet d'expliquer que la lumière blanche est composée de couleurs visibles, comme on peut le voir dans un arc-en-ciel. Et l'on peut comprendre le phénomène de la couleur par le fait qu'une part de ces couleurs de l'arc-en-ciel, de la lumière blanche, est absorbée par la matière qui compose la surface colorée. Sur ce principe, un moyen technologique a été élaboré sous la forme d'une chaîne d'analyse qui permet d'obtenir des courbes caractéristiques des composés porteurs de couleurs, les pigments et les colorants, présents dans la surface mesurée. Vous voyez ici quelques exemples de ces courbes. Elles permettent de définir relativement facilement des natures particulières de pigments et de colorants. Donc ici, vous avez des courbes de surface bleue, donc caractéristiques, celle-ci du lapis-lazuli, celle-ci de l'azurite, et celle-ci de quelque chose qui est un composé qui est de l'ordre de l'indigo. Pour les courbes rouges, on peut différencier différents colorants, comme la laque de Garance, qui est ici, celle-ci, ou des composés minéraux comme le minium et le vermillon. Mais la méthode permet aussi de savoir si les pigments étaient associés entre eux. Notamment, cette courbe-là vous permet de comprendre qu'en réalité, ce profil-là montre qu'il y a une association d'une première courbe et d'une seconde courbe. Donc, il s'agit ici d'une couche brune et on se rend compte grâce au spectre qu'elle a été fabriquée par l'association d'un orange de minium et d'un bleu d'indigo. Ce qui n'apparaît pas évidemment à l'œil nu. On ne sait pas, on aurait pu employer une terre brune, mais ça n'a pas été le cas. La chimie nous explique la constitution de la matière jusqu'au plus petit invisible à notre œil.
et elle a classé les éléments de base constitutifs de toute matière dans un tableau que vous connaissez, c'est le tableau de Mendeleïev. La combinaison de la chimie et de la physique nous aide à comprendre l'action des rayonnements au sein des atomes. De là découle la seconde chaîne d'analyse que nous utilisons, la spectrométrie de fluorescence X que vous voyez ici en situation. Suite à un réarrangement, donc il faut regarder à ce niveau-là, qui est une représentation très simplifiée d'un atome avec les électrons qui tournent autour du noyau. À la suite d'une rapide excitation de l'atome par les rayons X, un réarrangement se produit dans le cortège électronique et un ensemble de raies caractéristiques est émis et capté par un détecteur. Voilà, cela ressemble à ceci. Nous avons donc un spectre qui correspond à une mesure sur une vignette à surface dorée et la fluorescence X met en évidence le cortège de raies de fluorescence X qui correspondent à l'or. Donc il y en a toute une série. Ça nous permet de bien caractériser chaque élément qui se trouve dans la surface. Et ici, pour celui-ci, il y a présence aussi d'argent. Donc ça permet de savoir que l'or n'est pas pur, il a aussi quelques traces d'argent. Et on peut, de cette façon, en savoir un petit peu plus. Les moyens utilisés sont complémentaires et totalement non destructifs. J'en viens à présent au corpus étudié. Il provient de la collection d'Asselin de Cherville, dont M. Desroches vous a parlé en introduction. Et après la mort d'Asselin de Cherville, une part de sa collection, qui a été donc récupérée du dépôt existant à la mosquée du Vieux-Caire, est acquise par la Bibliothèque royale auprès de ses héritiers en 1833. Actuellement, cette part est conservée à la Bibliothèque nationale qui veille sur elle. Le corpus, l'ensemble, l'échantillonnage qui a été regardé de près, comporte 8 manuscrits des 9e au 10e siècle, datés des 9e, 10e siècle, auxquels s'ajoute, pour point de comparaison, le manuscrit 324C, plus ancien. Donc, j'ai mis ici une diapositive pour vous montrer de quoi il en retourne quand on va à la Bibliothèque nationale pour regarder ces feuillets. Les feuillets du 324C se trouvent actuellement dans un volume où plusieurs parties sont regroupées sous la même reliure. Donc, le professeur Desroches en a fait un classement dans son catalogue, qui a été montré précédemment par Stéphanie Franck. Par exemple, ce qui est noté 324A est de graphie différente à ce qui est noté 324C et lui est postérieur. S'ajoute aussi le manuscrit, alors là ce sont des vignettes qui correspondent au 324A d'un côté, donc 324A et 324C. Donc, vous voyez, au niveau de la période, ça dit peut-être quelque chose. Et donc, vous revoyez des vignettes qui ont été montrées précédemment qui concernent ce 324C, donc avec une particularité, puisqu'on ne voit pas d'or dans ce manuscrit. Le second manuscrit ajouté est l'arabe 378 qui, lui, provient de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et qui est de même période, 9e, 10e siècle. Hormis l'arabe 324C, l'ensemble est relativement homogène du fait d'une graphie proche de style koufique. Ce que l'on y voit, différents décors pleine page, comme ce qui est montré sur cette diapositive, des titres avec des vignettes signées de styles variés, dont certaines se rapprochent de ce style vu dans un Coran maghrébin.
je me suis trompée. Un Coran d'Égypte, pardon. Un Coran d'Égypte du Xe siècle et d'autres à mi-chemin entre ce style et celui d'Irak perse, visible sur cet autre exemple de Coran du XIe siècle. Au sein du texte des médaillons vignettes de styles variés, dont certaines se rapprochent, au sein du texte des médaillons vignettes sont visibles, ainsi que des rosettes et différents styles de médaillons, des points dorés, des points de vocalisation également, essentiellement rouges, mais d'autres couleurs. On trouve du bleu, du vert. Donc, il y a aussi des séparateurs sous forme de gouttes dorées. Et donc, les points de vocalisation, essentiellement rouges, comme je vous le disais, mais aussi vert et bleu. Voilà, encore quelques exemples de ce qu'on trouve dans l'ensemble qui a été constitué. On trouve aussi des points jaunes, mais c'est très rare. Si l'on observe de près la palette de couleurs de ces décors, on peut, je pense, sans trop se tromper, dire que la palette de base pour le décor des Corans est composée de 4 couleurs, le doré, le rouge, le brun et le vert. Parfois s'ajoute le noir ou le bleu. Donc, la base, on peut se demander si ça a un rapport avec les décors qu'on peut trouver dans des architectures symboliques comme à Constantinople, où les décors sont essentiellement rouges, verts et dorés, avec l'architecture qui est plutôt beige brune. Donc on retrouverait cette palette qui me semble une palette de base. Le bleu interroge par sa faible utilisation, son faible emploi, et bon, sa rareté peut être liée à un approvisionnement difficile ou alors est liée à une symbolique de sa représentation qui est défavorable. Michel Pastoureau indique que dans le monde médiéval, ce qui est bien considéré, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, et le bleu n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel. Le jaune est tout aussi rare. Vous voyez, on l'a trouvé que dans le manuscrit qui est hors période, dans le 324C. Et par contre, dans ce manuscrit, il n'y a pas d'or. Donc, le jaune remplace probablement le doré. Il faut être relativement prudent quant à la lecture de ces tableaux, car des exemplaires étudiés ne sont constitués que de peu de feuillets. C'est le cas de l'arabe 358b. Alors je reviens à la précédente. Donc ici, c'est signalé le fait que dans le peu de feuillets du 358b, on n'a pas trouvé de page tapis, mais un titre avec une vignette signée. Voilà, donc je dis ça parce que quand on compare au niveau du tableau, c'est étonnant de ne pas trouver de rouge dans ce 358b si le rouge fait partie des couleurs de base. Pour la ponctuation colorée du texte, on constate un petit peu la même chose. Le rouge est employé, mais est plus vif que celui des rouges organiques des rosettes et des bandeaux, et le matériau en est différent. Il s'agit ici, pour la ponctuation, de matière minérale, qui est soit du vermillon de mercure, soit un mélange vermillon de mercure avec rouge de plomb. La teinte varie de l'orangé rouge au rouge vif et au brun rouge.
pas si je l'ai mis là. Donc là j'ai mis le tableau qui correspond au résultat d'analyse. Je n'ai pas mis dans le bon sens, je crois. Alors, je vais revenir après. Voilà, donc c'est plutôt ici. Donc, pour le rouge, le matériau est différent. Il s'agit de matière minérale, contrairement à ce qu'on trouve dans les décors, des médaillons et des bandeaux. Donc, la teinte, vous voyez, varie de l'orangé à des rouges plus vifs. Et cela peut traduire diverses campagnes d'apposition dans la vocalisation du texte. Ce que l'on observe également, c'est que la couleur peut être diversement traitée. Elle se décline alors en diverses teintes. Par exemple, pour le bleu, nous avons des bleus plus vifs dans le décor et très foncés dans le texte, qui sont plutôt des bleus noirs. Pour ce qui est du vert, nous avons des verts foncés et des verts plus clairs. Ensuite, il existe aussi des points dorés, mais ce qu'on a remarqué, c'est que le doré vient en juxtaposition d'un ancien tracé. Donc, ne serait pas mis à poser au même moment. Et pour préciser au niveau des différentes campagnes de vocalisation, voici un exemple de deux vignettes, de 2 points rouges dans le même manuscrit. Visiblement, la matière colorante n'est pas du même type que celle-ci. Voilà. Alors, ce que nous pouvons dire à propos des matériaux employés pour les surfaces dorées, hop, je reviens. Ça, c'est les décors, c'est bien. Ce que je peux dire au niveau des surfaces colorées, l'analyse montre des similitudes dans la composition des ores qui sont un bon point de départ pour attester de quelque chose, une source commune d'approvisionnement en ce matériau précieux. Ce qui rend compliqué l'interprétation des résultats est le fait que les ajouts aient pu être faits au cours du temps, comme pour la vocalisation. Se dégagent cependant les grandes lignes, l'emploi d'or exclusif. Il n'y a pas d'argent, même si l'on pourrait s'y méprendre parfois, comme sur cette vignette, ou certains points qui ne sont que le résultat de transformations chimiques dues à l'oxydation d'un rouge de plomb, parfois mêlé à du cinabre. Des matériaux de base connus, le rouge de vermillon de mercure, le vert de gris, l'or piment, le lapis lazuli. Ces matériaux sont aussi employés à la même époque en Occident latin. La seule différence se situe donc au niveau de l'or, relativement pur, alors qu'en Occident latin, on emploie des alliages à la même période. On peut comparer les résultats et chercher à associer des feuillets qui montrent des choses en commun. Par exemple, on peut essayer de regrouper des exemplaires, mais ça s'avère compliqué. Pour la raison suivante, c'est que les analyses ont été réalisées dans un certain temps et dans certaines conditions, et que pour certains feuillets, je n'ai pas d'analyse en fluorescence X. Donc c'est un peu délicat après de faire des comparaisons. Mais malgré ça, si on s'en tient par exemple à la graphie D1 définie par François Desroches et à un même nombre de lignes, donc ça va concerner les manuscrits 353A, 361A, 346 et 360B, ce qu'on peut dire à l'issue des analyses, c'est que 353A est différent de 361A. Du fait des matériaux qui ont été trouvés qui sont différents. Alors, le raisonnement se base sur les décors dorés.
parce que pour la vocalisation, on ne sait pas si c'est vraiment contemporain du texte. Mais il se pourrait que 346A soit très proche du 360B. C'est tout à fait possible, mais on n'a pas l'analyse en ce qui concerne l'encre. Bon, donc vous voyez, c'est assez compliqué de faire des regroupements et des associations. Néanmoins, en y ajoutant la comparaison des points rouges aux propriétés de conservation identiques, on peut peut-être en dire plus sur l'histoire des feuillets qui ont été assemblés dans un même ensemble. On constate cependant que de même au sein de cet ensemble, si on regarde très finement au niveau de la graphie, il semble parfois évident que certains ne se trouvent pas en bonne place. Mais ces différences sont trop fines et elles ont pu passer inaperçues. Donc, en s'appuyant désormais sur le travail monumental de François Desroches, il apparaît donc bien clairement que ce qui pourrait aider et permettre d'apparenter des feuillets préalablement sélectionnés sur des critères paléographiques et codicologiques passe par un protocole précis, établi combinant l'analyse fine et systématique de l'écrit, de sa forme, de ses dimensions et celle des encres dans un premier temps, puis l'analyse des décors dorés. Puis, celle des couleurs de la vocalisation peut aider en un second temps en regardant l'analogie des matériaux et le vieillissement de ces matériaux. En s'y prenant de façon méthodique, couleur par couleur, en commençant par le rouge, cela pourrait attester du fait que le texte a été décoré ou vocalisé au même moment ou en un temps très proche ou à distance temporelle. Elle pourrait permettre aux collègues codicologues et paléographes de reconsidérer le texte écrit à la lumière de nouvelles informations. Ces décors aniconiques au sein des copies du Coran peuvent être considérés en regard de ce nouveau et rare introduit parcimonieusement pour magnifier le texte de la Bible au temps de Théodulphe au IXe siècle. Impulsés par une même approche vénérée d'un texte sacré, des artistes avertis de sa signification sacrée se sont permis de semer dans le texte, par-ci par-là, des couleurs et de l'or, dans un but d'éclairer et d'y faire vibrer la lumière, afin qu'elle capte le lecteur et le chercheur, pour le guider au mieux vers ce qui peut lui être révélé. Je vous remercie.